Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de parler des 3 premières étapes du Tour de France, de débriefer ce qui s'est passé pendant celle-ci, et ensuite on parlera des 3 étapes à venir, donc c'est-à-dire l'étape de mardi jusqu'à celle de jeudi, l'étape qui arrive au fameux Tourmalet, enfin qui arrive à Gavarnie-Gèdre, au cirque de Gavarnie donc, mais en passant par le Tourmalet. On regardera un peu qui sont les équipes qui pourront mettre en place certaines stratégies pour s'imposer sur ces différentes étapes-là. Donc tout d'abord sur le débrief des 3 premières étapes, on commence bien évidemment par le chrono inaugural qui s'est déroulé à Barcelone, chrono par équipe, mais avec les temps pris de manière individuelle. Et petite surprise, on attendait tous la Net Company Ineos en tant que favorite, et finalement c'est la Visma Lease Bike qui s'est imposée avec Jonas Vingegaard qui a donc revêti le maillot jaune. Alors probablement que la Net Company Ineos aurait gagné si notre ami Kevin Vauquelin n'était pas un énorme poissard et n'avait pas crevé. Malheureusement, on sait qu'il y avait déjà eu un problème pour eux sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes au chrono par équipe avec le problème mécanique d'Oscar Onley. Cette fois-ci, c'est pour Kevin Vauquelin avec cette crevaison terrible qu'il abandonne seul au milieu de la pampa. Après, je pense que pour viser la victoire d'étape, la Net Company, Ineos n'avait pas trop d'autres choix. Et on a quand même eu un Filippo Ganna immense. Il était tellement fort sur ce chrono par équipe qu'il a failli s'imposer, hein, parce qu'il finit qu'à 8 secondes de la Visma Lease Bike. Et puis Kevin Vauquelin quand même, énorme perf parce que je pense que c'est à peu près au milieu du chrono qu'il crève, c'est-à-dire qu'il finit tout seul jusqu'à la fin, alors qu'en plus il doit changer de vélo, et il finit qu'à 1 minute 06 de le Filippo Ganna. Donc ça montre quand même qu'on avait une très très bonne équipe de la Net Company Neos. On n'a pas gagné, ça s'est pas joué à grand chose. Probablement un coup de malchance, mais c'était pas la première fois ni la dernière fois que Kevin Vauquelin aurait un coup de malchance sur ce Tour de France. On l'a vu le lendemain avec la nouvelle crevaison sur la deuxième étape qui va à Barcelone. Bref, donc la Visma qui s'impose. En termes d'écart au classement général, bah, là, on a compris déjà que, bah, il y avait pas de favori au classement général du côté de la Net Company Ineos, parce que c'est Ganna qui a fini tout seul avec Foss. C'est-à-dire que Arensman essayait de passer par la fenêtre, Bernal aussi, et puis Vauquelin, je le mettais pas forcément en leader au classement général, mais de toute façon, il a crevé, il a pas été attendu. Donc c'est assez vite réglé. La UAE, avec Pogacar, a fini à 12 secondes de Visma Lease Bike. Donc 12 secondes de perdu pour Pogacar sur Vingegaard, ce qui était pas grand-chose. Puis Isaac Del Toro était un peu plus loin, donc il a été lui à 26 secondes de Vingegaard. Après, le reste, les écarts parmi les très grands favoris étaient vraiment limités. C'est un peu ce qu'on s'était dit au cours de la preview, hein, de toute façon. Il y aura des écarts, certes. Ils vont paraître peut-être un petit peu grands pendant les premiers jours. Mais je pense que dès le Tour Malais, on aura complètement oublié ces écarts-là. Et j'en parle même pas à la fin de la troisième semaine, après avoir grimpé le plateau de Solaison, le Markstein et autres. Les 15 ou 20 secondes qu'on a perdues sur ce chrono par équipe, ça sera franchement quasiment rien. Et donc la Lidl Trek qui fait 4e temps, 16 secondes perdues pour Ayuso sur Vingegaard, donc c'était un bon chrono, juste devant la Red Bull Bora. Petite contre-perf quand même de la Red Bull Bora avec notamment Remco. Et ce qui est intéressant sur ce chrono par équipe pour la Red Bull Bora, c'est que Remco finit seul, avec Lipovic en galère derrière. Et donc Remco finit à 19 secondes de Vingegaard. Et donc il y a déjà une première forme de hiérarchie qui se dessine sur cette première étape. Après, il fallait dire quand même que c'est pas un exercice dans lequel Lipovic était franchement aidé par rapport à Evenpool, donc on va rester très prudent sur les enseignements que ça donne, mais quand même, il y a un petit premier son de cloche. Et la Decathlon CMA CGM a fini 6e. Par contre, à 39 secondes, donc Paul Sexas a pris 39 secondes sur Vingegaard, moins de 30 secondes sur tous les autres des autres favoris. C'est un peu lourd, mais c'est ce à quoi on s'attendait globalement pour cette équipe-là, hein. Et quand même, il faut dire que Paul Sexas, il a fait beaucoup de travail sur ce parcours-là, parce que ses équipiers étaient plus faibles que dans les autres équipes. Et finalement, c'est quand même une plutôt belle performance pour Paul. Pas exceptionnel, mais c'était plutôt pas mal. Heu, Au niveau des bonnes surprises, on avait aussi la Groupama FDJ avec, Romain Grégoire qui a fait un bon final. Il finissent à 41 secondes, alors qu'ils ont eu 2 coureurs qui sont tombés avec, Guillaume Martin et Clément Berthet. Clément Berthet qui a donc, abandonné, n'est pas reparti le lendemain. Sinon, de rang des autres favoris, bah, la Bahreïn, heu, Tiberi a fini à 47 secondes. On s'attendait à ce qu'il soit leader, mais on a vu dès le lendemain qu'il allait complètement péter. Lenny Martinez s'est un peu accroché. Pour l'instant, il est encore placé au classement général, mais je pense pas que ça soit vraiment son objectif. Après, au terme de classement général, on pouvait parler de Tom Pidcock, qui finissait à 57 secondes de Vingegaard, donc là, ça commençait à faire un petit éclat quand même, mais on verra que je suis pas sûr que Tom Pidcock joue le classement général. Une X Mobility, Tobias Allan Johannessen qui a perdu 1 minute, donc ça fait un petit peu mal. Et je pense que c'est à peu près tout au niveau des principaux candidats au classement général sur cette étape-ci, mais donc c'était assez serré. Petit coup du sort pour la Net Company Ineos, et donc Vingegaard qui prend le maillot jaune.
et Egan Bernal qui prend le maillot vert puisque c'est le premier à être passé au point intermédiaire 1 pour la Ineos qui était la plus rapide. Donc vu qu'il est passé en tête, c'était lui le meilleur sprinter de ce Tour de France après l'étape 1. Étape 2, avec ce circuit qui arrivait à Montjuïc, à Barcelone. Et là, bah franchement, je pense que vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, mais la UAE s'est régalée et la UAE a humilié la concurrence, hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes pour dire ça. Donc la UAE a roulé tout du long, on a compris qu'il voulait la victoire d'étape. On se demandait quand Pogacar allait attaquer, dans quelle ascension de Montjuïc. Bah, finalement, il n'a jamais attaqué. Il s'est contenté de répondre un peu aux attaques timides de certains coureurs, mais c'était pas des très gros coureurs, hein, qui ont attaqué. Et finalement, Isaac Del Toro joue le chien de garde dans le dernier tour, à la dernière descente, va rechercher Esquelmose, fait un virage exceptionnel, il faut le dire, dans la dernière descente, et part avec énormément d'élan et gagne le sprint parce qu'il est tout simplement trop fort. Il y avait un seul homme pardon, qui pouvait le battre, c'est Pogacar. Pogacar qui était en train de faire de la patinette, a vérifié derrière si Vingegaard, qui était au bout de sa vie, n'allait pas remonter sur Del Toro. Spoiler non. On avait Remco qui revenait pas trop mal, qui a fini troisième de cette étape-là, mais donc Pogacar en très grand seigneur qui donne la victoire à Isaac Del Toro. Et je pense que globalement, ça montre quand même ce que sera ce Tour de France, c'est-à-dire une équipe UAE surpuissante avec Pogacar qui choisit qui gagne ou qui ne gagne pas, que ça soit au sein de son équipe ou au sein des autres équipes. Et donc bah là, Pogacar a décidé de faire gagner Del Toro. Il y a quand même, il faut tirer son chapeau pour Del Toro parce que ce qu'il fait, c'est quand même une très belle paire. Il bat sur un terrain comme ça des gars comme Remco, c'était vraiment pas couru d'avance. Vingegaard était un peu écrasé aussi, puis il y a une cassure derrière avec Skelmose, Tobias Allan Johannessen, Romain Grégoire qui s'était bien accroché. On a un triplé français, la 7-8-9, Grégoire, Martinez, Sexas. Alors Sexas, c'était un peu décevant sur cette étape-là. Après, il faut dire qu'il y a eu ce changement de vélo pas très loin de l'arrivée qui a un peu coûté, je pense. Mais Sexas, pas forcément ouf. Moi, je l'attendais mieux, là, à peu près au niveau de Vingegaard sur une étape comme ça. Donc, petits signaux où il faut faire attention quand même. Pidcock un peu décevant, 10e sur cette étape-ci. Et sinon, tout le monde est à peu près dans la bonne cassure, sauf Lipovic qui perd 10 secondes sur Del Toro, Pogacar et Vingegaard. C'est pas grand-chose, franchement, au classement général. Le principal perdant, c'est bien évidemment Tiberi qui finit très très loin. Et donc, bah, la Bahreïn Victorious n'a déjà plus de leader au classement général après ça. Même si en vrai Martinez est placé, mais je pense pas que Martinez joue vraiment le classement général sur ce Tour de France. Donc, bah voilà, on perd un leader du côté de la Bahreïn Victorious. Et la conclusion, c'est vraiment que la UAE explose tout le monde. La UAE est dans un univers qui n'est pas des mêmes strates que les autres, même que de Remco Evenepoel, même de Jonas Vingegaard. Ils sont pas du tout dans le même monde. Et moi, ce qui m'a rendu quand même un peu fou, et je dois l'admettre, je suis pas un très grand supporter de l'UAE, c'est qu'on est sur l'étape numéro 2. Pogacar n'est pas en jaune, Vingegaard l'est, et Pogacar n'est tellement pas inquiet pour remporter ce Tour de France que là, il a vu qu'il était beaucoup plus fort que tout le monde, il cherche pas à faire d'écart. Il cherche juste à laisser Del Toro gagner, à prendre des bonifs, il cherche même pas à distancer Vingegaard, mais il s'en fout parce que de toute façon, il sait que lui, il ira en gagner des étapes Pogacar, et il sait que la concurrence ne lui fait pas peur, et fondamentalement, il a raison, je pense qu'il est seul dans sa catégorie, jamais personne va lui faire peur sur ce Tour de France, mais là, c'était une démonstration dès la deuxième étape, et en fait, on a compris qu'en fait, Pogacar, avant même de partir sur ce Tour de France, il savait qu'il allait le gagner, il en était certain, il avait aucun doute. Et ça montre quand même un niveau de confiance qui est aberrant du côté de Pogacar. Ça montre un Isaac Del Toro qui est très puissant. Et franchement, ça fait très très peur pour la suite du Tour de France. Après, moi de mon côté, j'avais pas trop ménagé le suspense, hein. Je l'avais dit, Pogacar va gagner facilement ce Tour de France. Bah, dès l'étape numéro 2, on a déjà la certitude que ça le sera. On espérait qu'il y ait un peu de suspense. On s'est dit peut-être que dans le Tourmalet, ça peut tenir pour les autres et on verra. Mais malheureusement, en fait, dès cette étape numéro 2, Pogacar a montré à tout le monde qu'il avait déjà gagné le Tour de France dans sa tête. Et je parle du Tour de France 2026. Et que personne ne l'inquiétait et qu'il ferait des cadeaux à qui il voulait, et notamment à ses coéquipiers. Et là, cette fois-ci, c'était le cadeau pour Isaac Del Toro. Et puis c'est aussi un moyen de se dire à Pogacar, bon Isaac, t'as gagné sur le Tour de France, maintenant tu te mets à mon service. Mais je suis pas sûr qu'il en ait vraiment besoin d'un Isaac Del Toro à son service. Donc voilà, UAE surpuissante et qui écrase cette course. Voilà, moi je suis un peu dégoûté. Je veux dire, c'est pas de leur faute, la UAE, ils sont plus forts que tout le monde. Mais la manière dont ils courent, c'était vraiment une équipe pro contre des juniors, quoi. Et voilà. Donc c'est pas très réjouissant pour la suite du Tour de France,
du classement général, même si on n'a pas encore eu de haute montagne. Vous allez me dire, là, c'est juste du punch. Ça peut peut-être changer en haute montagne. Je pense clairement pas. Et voilà, Pogacar est Dieu, Isaac Del Toro est un de ses apôtres, et puis les autres sont tous dégueux en bas, à commencer par Vingegaard et Evenepoel. Vingegaard qui était complètement à la ramasse sur cet effort-ci, même si c'est pas son profil particulier. C'était quand même très dur à voir comme étape, franchement. Un peu dégoûté personnellement, mais voilà. Je veux pas mettre les supporters de l'UAE à deux, mais bon, ils sont trop forts et malheureusement pour l'enjeu sportif, c'est pas toujours très sympa. Après, s'ils sont plus forts, ils vont pas faire exprès de laisser les autres gagner, hein, qu'on s'entende bien, mais voilà. Et puis étape numéro 3, étape de Granollers jusqu'aux Angles. On avait peur que cette étape soit annulée à cause des feux de forêt, finalement elle a été maintenue. Et bah, la UAE a montré dès le début qu'ils voulaient remporter cette étape-ci. On avait une très belle échappée avec un Alex Baudin qui est vraiment très fort, qui aurait pu prendre le maillot jaune. On rappelle que c'était la Visma qui avait toujours le maillot jaune avec Jonas Vingegaard. Bon, bah finalement, c'est Pogacar qui a repris le maillot jaune après cette étape-ci. Il s'est imposé assez facilement. Franchement, il n'y a rien à dire sur le sprint. À l'arrivée aux angles, qui est pourtant pas très dur, mais je pense qu'il faisait extrêmement chaud. On a roulé très vite pendant cette étape-là quand même, hein, et les organismes ont souffert. C'est pour ça qu'en fait, il y a seulement 10 gars qui sont à moins de 10 secondes de Pogacar. Parce que même si c'était une montée pas très dure, je pense qu'on a monté si vite avant que voilà, les organismes étaient très entamés. Et donc Pogacar s'impose au sprint, cette fois-ci emmené par Del Toro. Bon bah Del Toro il est dans le groupe à 4 secondes, il va pas perdre grand-chose. On a donc Vingegaard 2, Carapace 3. Carapace c'est vraiment la bonne surprise parce qu'on sait qu'il joue pas le classement général, il l'a montré dès le chrono par équipe. Mais pour l'instant sur les arrivées punchy, il est vraiment très fort, c'est un peu dans la continuité de son Tour de Suisse. Et franchement j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, c'est super. Et puis Paul Sexas quand même qui est dans le bon groupe cette fois-ci, bah, il n'y a pas eu d'ennui, donc ça va un peu mieux. Et voilà, il fait quatrième de cette étape-ci, donc il prend pas de bonification, c'est un petit peu dommage. Mais il y a la cassure, donc il prend 2 secondes sur Tobias Allan Johannessen, Lennart Van Edvelt qui est en bonne forme, hein, pour ces profils-là, mais il va pas jouer le classement général. Lipovitz, Remco, donc là cette fois-ci Lipovitz est devant Remco sur cette étape-ci. Del Toro 9 et puis Ayuso 10, Ayuso un peu dans le dur. Et après les autres, franchement, sont un peu plus loin. On a déjà vu Pidcock perdre du temps sur cette étape-ci. Il en perd 18 secondes, alors que c'est un terrain qui lui convenait. Mais je pense que ça roulait trop vite dans les ascensions avant. Je suis pas certain que Pidcock joue le classement général, pour être tout à fait honnête. Qui d'autre perd du temps? Bah, Tiberi, encore une fois. Même Bernal, Arensman, mais ça, ils étaient déjà loin en classement général. Donc, Kian Brooks perd pas mal de temps. Il perd 1 minute aussi. Pour le classement général, ça pouvait compter un petit peu. Mais après, le reste est déjà tellement loin, en fait, que bon, voilà. Matteo Jorgensen qui s'est relevé aussi assez tôt. De toute façon, on avait compris qu'il viserait pas le classement général, que ce serait un équipier modèle, mais voilà, c'est quand même à noter. Et donc voilà, bah encore une perf XXL de la UAE qui a contrôlé tout du long. Florian Vermeersch, une machine. Et puis voilà quoi. On gagne assez facilement. On a décidé de gagner aujourd'hui aux angles, et on le fait. On prend le maillot jaune, donc 2 victoires sur 3 pour la UAE. Un maillot jaune, un maillot vert, si je dis pas de bêtises. Bah oui, puisque c'est Pogacar qui est le meilleur sprinter pour l'instant. Et au meilleur grimpeur, quand même, c'est Alex Baudin qui est premier. Alex Baudin a fait une super étape. Et franchement, c'est très bon augure pour la suite de ce Tour de France. Même Nicolas Prudhomme m'a rassuré sur sa condition. Donc je pense que ça sera 2 Français qui seront sympas à suivre. Romain Grégoire est pas trop mal. Là, il a pété sur cette étape-ci. Je pense que c'était trop montagneux. Il y avait quand même 4000 mètres de dénivelé positif, malgré tout. Sexas, est-ce qu'on peut être vraiment rassuré sur son état de forme? Je sais pas trop. Pour l'instant, sur l'étape 1 et 2, il était pas très bon, mais il y avait des circonstances atténuantes. Là, sur l'étape 3, il est pas trop mal. Donc, on verra ce que ça donne dans les vraies étapes de montagne. Mais côté français, voilà, Alaphilippe complètement à la rue malheureusement. Et Lenny Martinez qui pour l'instant est encore dans le coup au classement général puisqu'il est huitième. Mais je pense pas que ça soit son objectif. On verra ce qui va se passer dans le Tourmalet s'il essaie de s'accrocher ou s'il se laisse un peu perdre du temps là-dessus. Et sinon, au terme des autres favoris, bah, Del Toro est forcément très très fort. Quand on a vu ce qu'il a fait sur l'étape 2, euh, il a quand même remonté 2 minutes avant d'aller chercher la victoire d'étape, hein. Il était 2 minutes tout seul derrière, et il a remonté tout ça tout seul, c'est quand même super impressionnant. Donc on verra combien de temps il tient cette forme-là, mais pour l'instant il me fait très peur et j'en fais un candidat très sérieux au podium. Evenpool m'a rassuré sur l'étape 2, par contre sur l'étape 3 pas du tout. On attend de voir en haute montagne ce que ça a donné. Evenpool il a pas couru depuis Liège-Bastogne-Liège si je dis pas de bêtises. Il a dit qu'il a fait beaucoup de camps d'altitude, donc on verra s'il est meilleur en haute montagne. Et puis Vingegaard, bah Vingegaard malheureusement, bah en dessous de Pogacar, hein, très clairement. Pour l'instant c'est le meilleur des autres. Quoique, peut-être que Del Toro est à peu près à son niveau, on verra.
Mais voilà, Vingegaard, bon, c'est des étapes punchy, hein, c'est pas vraiment pour lui. Lui, on l'attend en haute montagne, mais je pense qu'il y a quand même une classe d'écart qui est immense avec Pogačar là-dessus. Ayuso, pour l'instant, est bien placé au classement général, mais pour l'instant, il n'a pas montré de signe très très fort. Lipovic est rentré dans le top 10 malgré tout, mais il a 30 secondes de retard sur Evenepoel. Je pense qu'on verra ce qui va se passer dans le Tourmalet, ça sera plus important que ce qui s'est passé pour l'instant. Tobias Haaland de UNSN est pas mal, hein, malgré son mauvais chrono par équipe, je le sens bien. Pour l'instant, déjà 9e au classement général et je pense qu'il finira plus haut que ça, c'est sûr. Puis après, derrière, bah, il y a déjà des écarts immenses, hein. Ilan Van Wilder est top 10, Pidcock 11e, Carapace 12e, sachant que Carapace va se laisser décrocher. Pidcock, je le sens pas trop jouer le classement général. Skelmose, est-ce qu'il va le jouer? Je sais pas trop. Il l'a pas joué sur le chrono par équipe. On verra bien. Piganzoli a perdu du temps. Tim Arensman aussi est déjà loin. Et en fait, après, bah, le 20e, c'est Yanis Voisard, il est à 3,50. Et en fait, il y a déjà des écarts immenses. Guillaume Martin est 34e à 10 minutes. C'est le premier coureur à 10 minutes au classement général. Il y a eu 2 étapes qui se sont courues très vite, avec du dénivelé positif, une chaleur extrême, et ça fait déjà des écarts immenses au classement général. Donc voilà. Et puis à noter qu'aussi au du classement du maillot vert, Pedersen a pris pas mal de points là sur cette étape où il était en échappée. Donc il a pris une petite avance et il se montre comme un candidat très sérieux à ce maillot-là. Donc ça sera sympa à suivre pour la suite. Donc assez parlé des étapes qui se sont terminées. Maintenant on va parler des étapes à venir. Et on commence tout de suite donc avec l'étape numéro 4, étape entre Carcassonne et puis Foix. 181 km, 2800 mètres de dénivelé positif et franchement une étape très très indécise. On a pas mal de petits cols, pas très durs, mais qui vont rendre quand même la journée usante. Il va faire très très chaud. C'est déjà le cas depuis le début du tour, mais là, les étapes pré-pyrénéennes, on va dire, là, les étapes de Foix et celles qui arrivent à Pau, ça va être caniculaire. On annonce 40 degrés sur les routes, pas trop de vent. Euh, Ça va être compliqué pour les coureurs, hein. Franchement, on a déjà vu Arnaud de Libaché. Il était malade, mais je pense que la chaleur n'a pas aidé. Et là, encore une fois, ça va être une étape pour des très costauds, parce que la chaleur et le dénivelé font que ça va, je pense, en plus rouler très vite. Il y a beaucoup d'indécisions, donc je pense que tout le monde voudra essayer de la gagner. Et ça va être, je pense, une étape très intéressante à suivre. Donc pour le profil, il y a ce quatrième catégorie là qui arrive au début, mais donc il y a 30 km plat au début, où je pense que ça sortira pas. Et ensuite, il y a quelques difficultés qui s'enchaînent, mais rien de très difficile. Donc c'est un groupe de costauds qui va sortir, je pense, là jusqu'au col de Paradis. Et ensuite, on verra s'il y a une équipe qui veut contrôler pour jouer la victoire d'étape ou si on met tout dans l'échappée. Pour être honnête, je pense pas que la UAE contrôle sur cette étape-là. Ils ont très faim, bien évidemment, mais là, c'est un profil trop compliqué. On n'a pas vraiment le coureur pour les gagner là-dessus, donc je pense qu'ils vont laisser filer. La question, c'est aussi de se demander s'ils vont laisser filer le maillot jaune. Mais comme je vous l'ai dit, il y a déjà beaucoup d'écart au classement général. Même si on veut le laisser filer, c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc on verra ce qui se passe pour la UAE. Est-ce qu'ils vont vraiment rouler? Parce que ça fait déjà 2 étapes qui roulent à fond. On verra bien. Et quelles autres équipes peuvent rouler là-dessus, sur cette étape-ci? Bah, je pense que la Lidl peut peut-être rouler pour Pedersen, parce que je pense qu'il est capable de passer ses difficultés. Le plus compliqué, c'est le col de Montségur, dont le sommet est situé à 35 km de l'arrivée, 7 km à 6% de moyenne. C'est quand même dur, mais normalement, pour un Pedersen, ça passe, et c'est l'occasion d'éliminer tous les autres sprinters s'ils ne sont pas déjà éliminés avant. Maintenant, est-ce que la Lidl Trek veut contrôler tout le long, ou alors est-ce qu'ils vont aller dans l'échappée? Moi, je miserais peut-être plutôt pour un scénario échappé, parce qu'en fait, il y a pas trop d'autres équipes pour contrôler là-dessus, hein. Peut-être la Ineos pour Dorian Godon, mais franchement, est-ce que la Ineos a pas grand-chose à faire que de rouler pour Dorian Godon là-dessus? Même si maintenant ils ont plus trop d'hommes au classement général, je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être trop dur pour Philipsen malgré tout, donc je vois pas la Alpecin rouler non plus. Peut-être même plutôt Van Der Poel en échappée. Il y a la Jayco qui pourrait rouler pour Matthews, mais je ne sais pas trop dans quel état il est Matthews, on verra, même s'il a fait un beau chrono par équipe. À la rigueur, j'aurais pu dire la NSN pour Binyam Girmay, mais on n'est pas dans un grand Binyam Girmay ces dernières années. Je sais pas s'il grimpe aussi bien que par le passé. Et donc finalement, en fait, ça me fait me dire qu'il y a que la Lidl Trek qui pourrait contrôler, et ça serait probablement pas suffisant. Donc je penche plutôt pour un scénario échappé finalement. Mais je pense que la Lidl peut mettre ses hommes très forts dans l'échappée. On peut avoir du Pedersen, mais aussi du Vacek très très solide. Pourquoi pas du Quinn Simmons, ou même encore du Tom Skunt. Enfin, on a énormément de grosses cartes du côté de la Lidl Trek. Et franchement, on peut gagner cette étape avec plein de scénarios. Donc ce sera eux les grands animateurs de cette étape-là. Moi j'aime bien la IF. J'aime bien Baudin qui était très fort aujourd'hui là sur l'étape numéro 3.
Peut-être qu'il y retourne dans cette échappée-là pour aller chercher des points au classement de la montagne, on verra. Ou peut-être même pour la gagner. Il y a Steinhauser qui est pas mal, Valgren. On ne laissera pas sortir Carapace pour l'instant, ça c'est sûr. Du côté de l'Ineos, bah, peut-être qu'on peut mettre Godon dans l'échappée en fait. À défaut de le faire de rouler pour lui, on peut peut-être le mettre dans l'échappée. Tout comme Kevin Vauquelin. Mais Kevin Vauquelin, j'ai l'impression qu'il est pas très fort malgré tout. Je pense que sur le chrono par équipe, il m'a fait bonne impression, mais là, sur les 2 dernières étapes, il a souffert. Donc on verra, mais je pense qu'il a perdu suffisamment de temps pour qu'on l'embête pas s'il sort. Pourquoi pas Stuyven pour la Soudal Quick Step, une étape très dure, c'est toujours quelque chose qui peut lui convenir. On verra comment va la jouer la Alpecin, mais peut-être qu'ils envoient plutôt des hommes en échappée. Bien évidemment, la grosse carte, ça sera Van Der Poel. Moi, j'aime bien Ramsès De Bruyne. C'est quand même un coureur très fort, qui a une bonne vitesse, et en plus, il monte plutôt bien, donc à suivre, et pourquoi pas un Emile Verstringhe dans l'échappée pour entourer tout ça. Si la Jayco va dans l'échappée, ils peuvent mettre Matthews, mais sinon, il y a aussi des cas comme Engelhardt, qui est nouveau champion d'Allemagne, Mauro Schmidt, Luc Plapp, qui peuvent jouer leurs cartes. Côté UNOX, eh ben, on a Magnus Cort quand même. Magnus Cort qui a gagné son championnat national, donc qui est en bonne forme, qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à en profiter maintenant, allez sur son compte Instagram, regardez ses notes sur les chambres d'hôtel pendant tout le Tour de France, parce que c'est bientôt fini. Pourquoi pas Abrahamsen? J'ai pas encore vu dans quelle forme il était Abrahamsen, on sait pas. Du côté de la Movistar, on a beaucoup d'hommes à envoyer à l'avant. Je pense à Castrillo, à Romo. Peut-être pas Garcia Pierna parce qu'il était dans l'étape 3 en échappée, donc ça serait trop dur pour lui. Du côté de la Lotto, bah, maintenant qu'on n'a plus Arnaud Delis, on va toujours en échapper. Et je pense que Georg Zimmermann et puis Baptiste Weistrofer sont peut-être les meilleures cartes. On laissera pas partir Lennart Van Etvelt pour l'instant. Il faut pas se leurrer, donc voilà. Euh, Cofidis, ça peut-être une carte à jouer avec Ionisa Guiré, Alex Aramburu, Benjamin Thomas, pourquoi pas. Moi, j'attends peut-être plus la Groupama FDJ côté équipe française. Je vois bien Romain Grégoire essayer de se faufiler dans l'échappée. On verra si on lui donne une carte. Sinon, Ewan Costu, qui m'a semblé très fort là sur les dernières courses, je le verrais bien s'immiscer dans cette échappée-ci. Pourquoi pas? En fait, j'aime bien la Total Energy cette année. J'aime bien Joris Delbov, j'aime bien Matteo Vercher. Ils étaient déjà dans l'échappée hier, donc enfin sur l'étape 3, pardon. Donc j'ai peur qu'ils puissent pas y aller. Je vois bien Frank Vandenbroek y aller sur la pique-nique. Et puis pourquoi pas des gars de la Cara Rural en mode José Félix Parra, Sébastien Berwick. Mais je pense que sinon, après, les très grosses équipes vont pas mettre de gars dans l'échappée. La Visma, la UAE, la Red Bull, même la Decathlon CMA CGM, je suis pas sûr qu'on mette un coureur à l'avant. Mais donc, étape vraiment super indécise, et ça sera très sympa à suivre, je l'espère. Et bon courage aux coureurs, parce qu'avec cette canicule, ça va être vraiment infernal. Étape 5, on va aller beaucoup plus vite. L'étape qui arrive à Pau, elle est courte, et on devrait pas échapper à un sprint massif. On a quand même quelques petits murs là qui sont pas très loin de l'arrivée. Mais je pense que c'est pas suffisamment dur pour désorganiser totalement les sprinters. Donc moi je vois une victoire pardon, d'un sprinter pour la première fois sur ce Tour de France. Il faudra attendre l'étape 5 donc. Et donc une victoire d'étape d'un sprinter à Pau avant l'étape de Bordeaux et de Bergerac qui arrive après. Et donc on verra qui est le meilleur sprinter sur cette première étape. Il y a vraiment des grosses armadas qu'on attend tous. Bien évidemment, je pense que les favoris c'est la Soudal Quick Step autour de Tim Merlier. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur sprinter du monde. Premier gros contender, bah, c'est la Alpecin Premier Tech, avec bien évidemment Philipsen, qui sera très intéressant à suivre. Euh, on verra aussi ce que vont faire les NSN avec Guillaume Girmay. Guillaume Girmay qui a quand même fait un bon sprint intermédiaire sur l'étape numéro 2, si je dis pas de bêtises. Donc attention à lui. Après, bien évidemment, la Décathlon avec Olaf Koy. J'ai très hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense qu'il va très vite au sprint et ça sera un premier bon test. Je pense qu'il sera pas trop entouré dans son équipe parce qu'on protégera Paul Sexas, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Il aura quand même Danoule, Kiesbol, Tige Benoît qui vont l'emmener, je pense. Ce sera cool à suivre. Lidl Trek, bien évidemment, avec Pedersen, qui sera le sprinter sur cette étape-ci. Donc ça sera intéressant à suivre. Et après, dans les mecs un peu plus outsiders, disons, moi je vois bien Phil Bowes quand même du côté de la Bahreïn. Ça va très vite. On verra si Max Kanter est bien le sprinter de la SDS Astana. Et côté UnoX, je vois quand même bien Soren Warenskjold, l'énorme Soren Warenskjold, pardon, faire un sprint. Donc on verra ce qu'il va faire également. Côté Cofidis, on verra pour qui on sprint. Je pense que ça sera plutôt pour Milan Fretin, mais Jente Bierman, ça va vite aussi. Puis Talgard, pourquoi pas même Hugo Page. Mais je pense qu'on fera plutôt le sprint pour Milan Fretin. On verra ce que ça va donner du côté de cette équipe-là. Après, on a Arvid de Klein,
du côté de la Tudor, même s'il galère en montagne là, sur les premières étapes, on verra s'il est assez frais pour jouer la win au sprint. Pavel Bittner pour la Picnic Postenel. La Picnic Postenel qui joue vraiment très gros sur ce Tour de France. Ils ont besoin de points. Et Bittner, je crois, était complètement blessé pendant toute la saison. Donc on verra s'il est capable de briller là sur ce sprint, le sprinter de la Picnic Postenel. Début de saison vraiment compliqué pour Pavel Bittner, qui avait donc abandonné sur Paris-Roubaix, abandonné sur la Classique de Hauts-de-France, abandonné sur les 4 Tours de Dunkerque. Là, il reprend sur le Tour de France. Je ne sais pas dans quel état de forme. Donc on verra pour la Picnic Postenel. Et puis après, bah, Gaviria hein, pour la Cara Royal. Mais franchement, je pense qu'il y a trois grands favoris. Quatre. Allez. C'est bien évidemment Merlier et puis Philipsen. Et moi, j'attends beaucoup de voir ce que va faire Olaf Koy. Et quand même, il faut mettre Pedersen dans la bataille. Donc voilà pour l'étape de Pau, pardon. Ce sera donc une étape complètement dédiée aux sprinters, hein. Je pense que les petits murs, ça va pas faire peur à grand monde. Et tout le monde voudra rouler pour un sprint. Et après, il y a cette terrible étape 6. L'étape de jeudi, donc, qui part de Pau et qui va à Gavarnie-Gèdre, en passant bien évidemment par le Tourmalet et puis même l'Aspin avant, parce que c'est, voilà, pourquoi pas. Étape très difficile, d'autant plus qu'il fera encore une fois extrêmement chaud sur cette étape-là. Même si au sommet du Tourmalet, il fera un peu meilleur, hein, puisqu'on sera à 2100 mètres d'altitude. Tout le début de l'étape, on ne sera pas forcément en altitude. Il y a quand même 100 km à peu près plat au début. Donc moi, je vois pas trop d'échappées de grimpeurs sortir, peut-être d'échappées de mecs intermédiaires. Et pour être honnête, de toute façon, je vois la UAE mettre un gros train en fait dans le Tourmalet. Et je pense qu'on aura des attaques dans le Tourmalet et on aura déjà une première hiérarchie au classement général parce qu'ils sont tellement forts, les UAE, là, sur ces premières étapes. Je vois pas comment ça pourrait être autrement, pardon. Donc on va mettre en route dans le col d'Aspin qui est juste avant le Tourmalet, donc c'est difficile le col d'Aspin hein, malgré tout. C'est 12 km à 6% de moyenne. Et puis après le Tourmalet, bah, c'est terrible. 17 km à 7,3% de moyenne, sachant que les 3 à 4 premiers kilomètres sont quasiment plats. Donc en fait on est sur on va dire, allez, 13-14 km à 8-9% de moyenne. C'est très très dur. Après, on a donc cette descente, et puis on arrive à Gavarnie-Gèdre. Donc on a une descente qui fait à peu près 20 km quand même pour descendre tout le Tourmalet. Donc on verra comment ça s'organise dans cette descente. Et puis ensuite, donc il reste une vingtaine de kilomètres pour aller à Gavarnie-Gèdre. Donc il y a le cirque de Gavarnie qui est super joli, c'est un endroit naturel très sympa à suivre. Allez y jeter un coup d'œil. C'est une réserve naturelle si je dis pas de bêtises. Et donc la montée finale, c'est 18 km à 3,7% de moyenne. Et donc là-dessus, on fera pas de différence. On ne sortira pas d'un groupe sur ce faux plat. Ça sera très important d'avoir des équipiers. Et en fait, la UAE pourrait gagner avec Del Toro en emmenant un sprint ou même avec Pogacar en emmenant un gros train dans le Tourmalet pour éliminer quasiment tout le monde. Et puis garder un équipier pour faire la vallée là jusqu'au sommet de Gavarnie-Gèdre. Mais je pense qu'on va tester tout le monde dans le Tourmalet. Je pense que Pogacar va s'envoler. Et en fait, le truc, c'est que si ça explose déjà dans le Tourmalet, et bah dans Gavarnie-Gèdre, si les hommes sont plutôt esselés, ou alors si ça s'entend pas, les plus forts vont creuser. Et en fait, je serais pas étonné que Pogacar ait plus d'avance à Gavarnie-Gèdre qu'au sommet du Tourmalet. Et je pense qu'on aura déjà des très très gros écarts en montagne. Et on aura une première hiérarchie qui sera dessinée. Mais franchement, je vois pas trop comment cette étape va échapper à Pogacar. Et je pense qu'il va mettre tout le monde mal dans le Tourmalet. Et on aura des super bons indicateurs sur la forme de chacun. Après, c'est le tout début du Tour de France, hein. Ça fait 21 étapes, 3 semaines. Là, on sera qu'en milieu de première semaine. Donc, les conclusions de cette étape-là seront pas forcément des conclusions définitives. Mais on aura déjà une belle hiérarchie en montagne. Donc, étape forcément très intéressante à suivre. Et on n'est pas à l'abri qu'il se passe rien dans le Tourmalet, hein, finalement. Que la UAE contrôle et puis qu'ensuite on règle le sprint à Gavarnie-Gèdre. Mais franchement, vu la forme qu'ils ont montrée depuis ce début du Tour de France, et vu l'appétit qu'ils ont l'air d'avoir, je suis pas sûr qu'on se contente de ça du côté de la UAE. Et je pense que toutes les autres équipes seront spectatrices, très clairement. Et là, il faudra avoir des équipiers, hein, parce que même si je pense que ça sera de leader en leader, est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre un coéquipier pour rouler à fond dans Gavarnie-Gèdre? Je pense par exemple à un Jorgensen. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt pour Vingegaard au sommet à regarder si Jorgensen n'est pas trop loin derrière et à faire la course à deux? Pareil, là, Evenpool, Lipovic, ce sera très important qu'ils soient tous les deux là pour se relayer. Un Skelmose sera très important pour Juan Ayuso s'il n'est pas trop loin au sommet. Donc il y a peut-être une petite stratégie d'équipe quand même à vérifier là-dessus. Je pense que pour la Decathlon CMA CGM, Ricky Tello me semble pas en très bonne forme. Et j'ai peur que Sexas soit très esselé là-dessus. Ça sera un gros test pour Paul Sexas, hein, de voir s'il est capable de résister dans cette montée-là. Et après, je pense que tous les autres seront à peu près isolés, hein. Il n'y a pas d'autres équipes avec deux très bons grimpeurs.
Donc on verra ce que ça va donner, mais probablement déjà des très gros écarts sur cette étape-là. Et je pense qu'on peut dire sans trop de suspense, même si Pogacar perd le jaune sur l'étape qui arrive à Foix, il le reprend directement à Gavarnie-Gèdre. Je vois pas d'autre issue. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc jeudi soir pour un débrief des 3 étapes dont qu'on vient de présenter, et puis la preview des 3 dernières étapes de la première semaine. Voilà, profitez bien de ces étapes du Tour de France et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!